Cette vidéo m'est inspirée de plusieurs questions qui se ressemblent et qui portent sur, on va dire ça globalement comme ça, la prise en charge des immigrants. Je veux te préciser, selon ton statut, le statut auquel tu aspires pour t'installer au Canada, je veux te préciser quelle est la part de ce que tu fais financièrement et quelle est la part de ce que le gouvernement, autant provincial ou fédéral, fait. Je commence par la catégorie donc de résident permanent, c'est-à-dire l'ultime statut, celui vers lequel tout le monde aspire. Alors, lorsque tu fais ta procédure de résident permanent, lorsqu'on te donne un visa de résident permanent, ben, il faut que tu saches d'ailleurs, quelle que soit la procédure, qu'elle soit provinciale ou fédérale, il y a un engagement que tu signes. Au niveau du Québec, c'est un engagement, en tout cas, ça s'appelle la capacité financière. Peu importe où tu t'en vas, tu as pris l'engagement que tu vas être capable de supporter. Donc, au niveau de ton loyer, tu ne reçois aucun sou. Billet d'avion, tu ne reçois rien. Tu ne reçois rien du tout. Au contraire, tu dépenses pour les frais de résidence permanente pour celui qui est adulte. Ça, c'est très clair. Il faut que tu le saches. Peu importe que tu obtiennes ta résidence permanente à partir de ton pays d'origine ou étant déjà au Canada, il n'y a aucun soutien financier qui vient avec. Par contre, quand tu arrives dès ton arrivée au point d'entrée, c'est-à-dire à l'aéroport pour parler plus simplement, c'est sûr que c'est à ce moment qu'on te donne officiellement le statut de résident permanent parce que le document avec lequel tu voyages, c'est juste pour que tu voyages. Mais c'est vraiment lorsque tu finis les formalités administratives au point d'entrée à l'aéroport que tu deviens officiellement, c'est à cette date que tu deviens officiellement résident permanent. Ce n'est pas quand tu reçois ta vignette sur ton visa. Alors, à partir de cet instant-là, ta famille, si tu as des enfants, sont pris en charge. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on te donne tout de suite. Tu vas arriver, tu vas faire toutes les formalités administratives. Je ne vais pas les nommer ici. Je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Laisse-moi en commentaire là-dessus. Je pourrais te parler de toutes les formalités administratives qui viennent avec le nouvel arrivant, le nouveau résident permanent. Mais toujours est-il que cette date est la date de départ. Lorsque tu vas finir de faire toutes les formalités et que tu vas faire notamment ta déclaration des revenus de l'année d'avant, puis tu vas faire toutes les autres procédures, ben c'est à ce moment qu'on va te donner ce qu'on appelle des allocations familiales. Logiquement, tu as le maximum parce qu'en règle générale, les revenus que tu as gagnés en Afrique viennent te mettre dans la catégorie des faibles revenus ici. Lorsque tu es dans la catégorie des faibles revenus ici, le montant des allocations familiales, autant au niveau provincial, si tu es au Québec, qu'au niveau fédéral, en tout cas, l'ensemble de tout ça, c'est le maximum, puisque tu n'as pas de revenus. Ce montant-là va donc diminuer au fur et à mesure que tu vas avoir donc un emploi décent et que tu vas avoir des revenus. Mais en attendant, effectivement, tu gagnes beaucoup. Donc, déjà, au plus tard 2 ou 3 mois après, quand tout est réglé, cet argent vient. C'est un bon petit montant qui, malheureusement, est le point de départ de certaines disputes. Et voilà, l'idée pour la petite histoire, c'est arrivé que pour un couple où l'homme utilisait les finances pour voilà, tenir son couple, dès que cet argent est arrivé, puisque c'était arrivé et c'était au nom de la femme, ben, elle s'est dit, ben, avec un 12 000 $, mais pourquoi je subirais encore, j'ai déjà le statut de résident permanent, ben, c'était ça le début de la rupture. Donc, c'est souvent l'objet de la séparation, quelques mois qu'on obtient parce que c'est quand même un bon petit paquet. Donc, mais il n'est pas question qu'on te prenne en charge pour quoi que ce soit. Il faut que ce soit très clair. Quand tu es maintenant travailleur, pour un travailleur étranger, un travailleur temporaire, oui, selon les cas, selon le type d'emploi, on va te payer le billet d'avion. La plupart du temps, on va te payer le billet d'avion aller et retour. C'est supposé. En tout cas, c'est ce que la loi prévoit. En dessous de 25 $, on te paye ton transport. Mais on ne te prend pas en charge du point de vue du loyer. On peut, ce que la loi suggère, bon, on peut te faciliter parce qu'on veut quand même que tu aies le rendement. Plus vite, mieux tu t'installes, plus vite tu auras un bon rendement pour l'entreprise. Donc, il est donc de l'intérêt aussi de l'employeur de faire des démarches. Parfois, ils ont donc des loyers aussi
ils ont des bâtiments pour des employés, mais c'est toi qui vas vraiment payer. Il peut préfinancer pour un départ et ça va vraiment dépendre d'une entreprise, ça varie d'une entreprise à l'autre, mais en règle générale, c'est toi qui t'occupes de ton loyer. Et si ton salaire est un salaire supérieur au salaire médian, y compris le billet d'avion, c'est pas l'employeur, c'est bien toi qui t'en occupes. Lorsque tu cherches du travail, tu n'as pas à payer pour obtenir un travail. Le travail, comme tu le fais dans ton pays d'origine, s'obtient de manière gratuite. On n'a ni à t'imposer de l'argent avant de te faire signer le contrat, ni à te récupérer de l'argent de manière rétroactive. Ça, la loi ne permet pas. Il faut que ce soit clair. Cependant, pour ce qui est de la prise en charge du billet d'avion, c'est valable uniquement pour toi. Mais pour ta famille, c'est vraiment toi qui t'en occupes. Et la famille peut t'accompagner pas dans tous les types de contrats. Les contrats qui correspondent à ce qu'on appelle faire 4, 5 ne bénéficient pas d'un accompagnement des membres de la famille. Donc, il faut que ce soit clair. Je vais terminer avec le cas du visiteur ou de l'étudiant. Je les mets ensemble. Que ce soit visiteur ou étudiant, tu fais ta propre démarche pour visiteur, je crois que c'est plus évident quand même. Mais pour l'étudiant, tu fais tes propres démarches pour avoir aussi ton loyer. Il n'est pas question qu'on te préfinance quoi que ce soit. D'ailleurs, tu as pris l'engagement de venir et d'être capable de supporter tout ce qui va avec frais dans ton séjour étudiant. Visiteur, pareil. C'est considéré comme étant du luxe lorsque tu choisis étudier au Canada. C'est considéré comme étant du luxe lorsque tu choisis payer un billet d'avion pour visiter le Canada. Donc, à aucun moment donné et sous aucun prétexte, tu ne peux recevoir un soutien financier. Le soutien financier peut venir à un moment où peut-être tu as subi un dommage. À ce moment, c'est ton assurance qui va couvrir dans le soutien financier que tu auras. Ça n'a rien à voir avec un soutien du gouvernement. Et ça vient donc a posteriori, c'est-à-dire après qu'il y ait eu un incident qui est notamment couvert par l'assurance voyage à laquelle tu auras souscrit. J'espère que cette vidéo est assez claire. S'il y a encore des zones d'ombre, n'hésite pas de nous le préciser en commentaire. On se fera le plaisir d'apporter une mise à jour et des éclaircissements. Mon nom est Valérie Jules Camdem. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une autre vidéo sur Afrique Éducation. Porte-toi bien. Boulot!